Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents pour ce webinaire. Donc nous avons le plaisir aujourd'hui d'avoir avec nous Stéphane Châtelain et Yves Marignac de l'association Négawatt, donc qui vont vous présenter le nouveau scénario Négawatt 2017-2050. Eh bien, bonjour à tous, merci d'être là. Donc, on va vous présenter, comme Alexis l'a dit, ce nouveau scénario qu'on a publié le 25 janvier dernier à Paris, puis le 26 janvier dans le cadre des assises de l'énergie, qui fait suite à plusieurs mois de travail et qui vient donc à peu près 5 ans après le précédent scénario qui a été publié en septembre 2011. On essaie toujours de s'inscrire dans le cadre des élections présidentielles pour essayer de mettre l'énergie le plus possible dans les débats politiques. Donc 2 mots avant de démarrer sur l'association Négawatt qui a été créée il y a une quinzaine d'années par une poignée de gens qui travaillent dans le domaine de l'énergie, des professionnels de terrain, plutôt axés sur la demande d'énergie. C'est un peu la particularité de Négawatt, c'est d'avant tout travailler sur ces questions de consommation avant de s'intéresser à la question de la production d'énergie. Et donc, il y a 2 actions principales au sein de Négawatt. Il y a ce travail d'expertise qui se traduit notamment par ce scénario de transition énergétique. Et puis, il y a un travail de plaidoyer auprès notamment des décideurs politiques et des décideurs économiques pour essayer de voir comment on peut peser sur les décisions qui sont prises en matière de politique énergétique. Donc, on regroupe à peu près 1000 membres au niveau de la à peu près France, et il y a une vingtaine de membres actifs qui font l'essentiel du travail au sein de Négawatt. Et plus de 20 ambassadeurs Négawatt qui tiennent des conférences de présentation du scénario à travers la France. Et puis l'association a créé en 2009 l'Institut Négawatt, qui est une filiale de l'association, et qui travaillait à la mise en œuvre opérationnelle de la transition énergétique dans les territoires. L'association se concentre sur les missions d'intérêt collectif au niveau la prospective énergétique au niveau national, et l'Institut, lui, travaille prospective en lien avec les territoires. Voilà, Yves, je te laisse la parole. Merci, bonjour à tous. Et donc, on va commencer par quelques éléments de contexte sur les raisons, à la fois les raisons d'agir et les raisons de faire un scénario. Je ne pense pas qu'on ait besoin de détailler tous ces éléments. On vous les remet juste ici pour mémoire, mais évidemment, au centre de nos préoccupations pour parler de transition énergétique, au centre je crois que Négawatt a été parmi les premiers à porter ce terme dans le débat en France. Au centre de nos préoccupations, il y a évidemment le changement climatique, mais c'est pas la seule. Il y a tout l'aspect épuisement des ressources. Et là, on parle non seulement ressources énergétiques, mais aussi plus largement l'ensemble des ressources minérales. Le risque nucléaire, qui est évidemment partie prenante aux problèmes liés au système énergétique actuel. C'est le risque nucléaire, c'est plus largement les risques technologiques, mais en France, évidemment, c'est celui qui vient en premier. On est évidemment aussi préoccupé par les questions de pollution diverses, et notamment, ça a été pas mal d'actualité ces derniers temps, de pollution de l'air, de précarité énergétique pour aller vers des questions moins environnementales et plus sociales, et évidemment, en toile de fond de tout ça, au niveau international, de crise géopolitique. Voilà, donc on pourra revenir éventuellement sur ces points, mais c'est l'ensemble de ces questions qui nous conduisent depuis longtemps maintenant à dire que le système énergétique n'est pas soutenable, et que une action en profondeur de transformation est nécessaire. Ça fait longtemps qu'on le dit. Il y a des choses qui bougent. Et en particulier, on commence, et c'est plutôt au chapitre des bonnes nouvelles, on va avoir un certain nombre d'inflexions, notamment sur des points dont on disait, nous, depuis longtemps qu'ils étaient possibles, et sur lesquels on avait des contradicteurs. Par exemple, l'évolution de la consommation d'énergie finale, hein, que vous avez ici sur une durée assez longue, entre 70 et 2015, où on observe que, bien sûr, il y a un décrochement notable en 2008-2009 avec la crise, mais que, au-delà de ce décrochement, il y a bien longtemps avant, plusieurs années avant, une stabilisation, et même aujourd'hui une véritable inflexion de cette consommation d'énergie finale. C'est quelque chose qu'on observe en France, mais c'est aussi quelque chose qu'on observe au niveau européen. De la même manière, et c'est aussi au chapitre des bonnes nouvelles, on a aujourd'hui, on constate
un début d'inflexion des émissions mondiales de dioxyde de carbone, avec en particulier un très fort ralentissement de la croissance des émissions, très fortes émissions dans des pays comme la Chine. Et donc on est évidemment encore très loin du niveau d'inflexion et de réduction nécessaire pour tenir les engagements climatiques au niveau mondial. Mais l'idée selon laquelle la croissance économique et la croissance démographique entraînaient inévitablement une forte croissance des émissions montre heureusement ses limites. Donc on a stabilisation et baisse des consommations d'énergie, donc on a l'énergie et des émissions de CO2. On a aussi de plus en plus des scénarios 100% renouvelables qui émergent à travers le monde. Donc, Négawatt en est un, mais on a vraiment observé par rapport au scénario 2011 une multiplication des exercices, en plus certains portés par des gouvernements, par des grosses entreprises, par des organismes parapublics ou par des organismes complètement indépendants comme Négawatt. Au niveau national, comme national, international et territorial d'ailleurs. On a aussi, bien sûr, un engagement croissant d'un nombre et d'une diversité croissante d'acteurs. On a tous les mouvements également de désengagement. Là, on pense à toute la campagne sur le désinvestissement dans les milieux financiers, désinvestissement des énergies fossiles. Et puis, on commence à observer aussi un vrai changement dans le mix énergétique mondial, avec voilà, un vrai développement des renouvelables qui commence, là aussi on est à un point d'inflexion probablement, qui commence à prendre le pas sur le développement annuellement des énergies fossiles et du nucléaire. Donc plutôt globalement des bonnes nouvelles. La transition énergétique, on peut le dire, est engagée. Ça se traduit d'ailleurs par une loi de transition énergétique en France qui fixe plutôt des objectifs satisfaisants, en tout cas en regard du type de trajectoire que dessine le scénario Négawatt. Ça se traduit au niveau mondial par l'accord de Paris sur la lutte contre le changement climatique, mais dans le même temps, ces bonnes nouvelles sont largement insuffisantes et le message en termes de contexte, c'est qu'il faut évidemment passer à la vitesse supérieure. Et c'est dans ce contexte-là qu'on a ressenti le besoin de faire un nouveau scénario pour voilà, illustrer cette nécessité et cette possibilité d'accélération. Avant d'entrer dans la méthode et les objectifs du scénario, quelques éléments un peu en rappel. D'abord pour resituer les choses en termes de situation énergétique de la France. Alors, dans la démarche Négawatt, on part toujours des services rendus par l'énergie et des usages avant de remonter par l'énergie aux sources primaires. Mais donc, au niveau français, on est bien sur des usages qui sont essentiellement de chaleur et donc essentiellement dans les bâtiments et pour partie dans l'industrie. Des usages mobilité dont on peut noter qu'ils sont quasi intégralement dépendant aujourd'hui des carburants liquides, donc du pétrole. Et puis, dans la séparation qu'on fait, on distingue tous les usages dits d'électricité, donc du spécifique, qui sont une petite partie de nos usages finaux, mais une partie assez déterminante en termes notamment de niveau de confort. Enfin, c'est un point sensible, disons, dans les discussions qu'on peut avoir avec différents acteurs. Dans la remontée en vecteur énergétique, ce qu'on constate, c'est qu'on est aujourd'hui à un équilibre entre le gaz et l'électricité, à un peu moins d'un quart chacun, mais surtout dans une domination du pétrole à environ 40%. La part des vecteurs directement issus du renouvelable reste faible, et puis quand on remonte aux sources primaires, là, sans surprise, on a un mix qui d'abord dépend, c'est pas une originalité au niveau mondial, fortement des énergies fossiles, qui dépend, et là c'est une spécificité française à ce point, beaucoup du nucléaire, et où la part des renouvelables reste beaucoup trop faible. Notre mix énergétique, à cause en particulier du nucléaire, se caractérise aussi par des très fortes pertes au niveau primaire, liées notamment au dégagement de chaleur
dans l'environnement de nos 58 réacteurs. Donc sur la démarche Négawatt, la façon dont on essaye de regarder, disons, ce système énergétique et d'agir dessus, je pense que c'est pas, voilà, c'est des choses que vous connaissez, mais donc pour mémoire, la démarche Négawatt est bien de partir des services et de raisonner d'abord sur les besoins énergétiques rendus par la consommation d'énergie et de les rationaliser individuellement et collectivement, tout ce qu'on appelle la sobriété, d'agir ensuite sur les performances techniques et sur tout ce qui relève de l'efficacité énergétique. Et puis, une fois qu'on a fait ce travail pour rationaliser la demande d'énergie, d'agir en substitution au niveau des énergies renouvelables pour qu'elles remplacent et non pas qu'elles viennent s'ajouter aux énergies fossiles et au nucléaire. Ça passe évidemment par un nouveau regard sur les besoins énergétiques et sur une forme de régulation de ces besoins qui peut se faire du niveau individuel ou de celui d'un ménage au niveau d'une collectivité, d'une entreprise ou au niveau national. Donc on incite à réfléchir à l'utilité relative de nos différents usages et à mettre en place des outils qui incitent au développement des usages les plus nécessaires et dissuadent les usages les plus superflus, voire inacceptables. Et puis, donc, on a derrière ça, évidemment, toute une réflexion sur ce qu'on appelle sobriété, ce qu'on appelle efficacité. La sobriété, on distingue à notre niveau trois échelles, trois actions, trois leviers de sobriété. D'abord, la sobriété qu'on appelle dimensionnelle, qui porte sur le dimensionnement des équipements, les surfaces qu'on chauffe, le poids de nos véhicules, qui est un sujet majeur, hein, le dimensionnement de nos véhicules particuliers complètement disproportionné par rapport à leur usage. La sobriété ensuite, par leur justement d'utilisation sur le niveau et la durée d'utilisation des différents équipements. Ça passe aussi bien par la veille et l'arrêt des appareils inutiles que par une régulation, par exemple, de la vitesse sur route et sur autoroute. Et puis troisième niveau, une sobriété coopérative ou de mutualisation, où on va jouer aussi bien sur de la mutualisation d'équipements que sur des choses encore plus lourdes de tout type organisation du territoire, avec l'idée de maîtriser les besoins de mobilité. Et donc le scénario, on le verra, joue évidemment sur ces trois niveaux et joue en même temps sur quatre niveaux qu'on distingue dans l'efficacité, à commencer par un niveau qui est celui qui ne concerne pas la consommation des équipements ou des ouvrages à l'usage, mais la consommation à la fabrication ou à la construction. Donc c'est tout ce qui relève de l'énergie grise hein, qu'on met dans cette fabrication. Typiquement, c'est par exemple dans le bâtiment de privilégier la construction en bois. Efficacité ensuite sur l'utilisation, par exemple pour rester dans le bâtiment, à la fois une conception qui bénéficie des apports passifs et des échanges avec l'environnement et une performance technique d'isolation des logements. Et puis en remontant encore une efficacité des appareils eux-mêmes, là c'est tout ce qui relève d'appareils électroménagers ou véhicules, etc., performants, et ça renvoie notamment à tout ce qui se fait autour de l'étiquetage de performance énergétique. Et puis enfin, ne pas oublier l'efficacité du système productif, performance sur la conversion d'énergie primaire en vecteur énergétique, par exemple le développement de la cogénération pour ce qui est de la production, par rapport à la production d'électricité seule dans des centrales. Et puis, une fois qu'on a fait ce travail sur la consommation via la sobriété et l'efficacité, donc l'idée est bien de développer les renouvelables. Et là, le message qu'on porte est que les énergies renouvelables ou énergies de flux par opposition aux énergies de stock que sont les énergies fossiles ou le nucléaire,
sont beaucoup plus abondantes que ces énergies de stock, justement. Vous en avez ici l'illustration avec les volumes respectifs de total des ressources connues en énergie fossile et en uranium rapporté à la consommation annuelle mondiale et rapporté également avec le grand cube à la, le, le total d'énergie solaire reçue par la planète chaque année. On voit bien que ça n'est pas une question de disponibilité, mais une question de capacité à capter et utiliser de manière concentrée et efficace ces énergies de flux. Et on a bien sûr fait dans ce domaine d'énormes progrès par rapport à l'époque pré-industrielle. Et la bonne nouvelle, c'est que ces progrès sont encore très importants. Pour preuve, les évolutions ces dernières années sur les performances économiques, notamment d'énergie comme l'éolien et le photovoltaïque. Donc une fois qu'on a posé tous ces éléments, le scénario dans ses intentions et ses objectifs, c'est d'abord donc de faire un scénario, et ça c'est vraiment important de le rappeler, prospectif, c'est-à-dire ce qui n'est pas une prédiction, mais qui décrit un avenir possible hein, correspondant au développement systématique de cette approche de sobriété, d'efficacité et de substitution par les renouvelables. La raison pour laquelle on développe un scénario, c'est que en fait, on a besoin pour orienter les politiques publiques, orienter les actions de tous les acteurs, à la fois d'avoir une vision à long terme sur laquelle à la fois on construit une adhésion et un projet collectif, mais d'avoir aussi une trajectoire qui permet réalistement d'atteindre cette vision à long terme à partir de la situation actuelle. Donc c'est bien un outil d'aide à la décision, et en particulier un outil pour nous, puisqu'on part des contraintes que j'évoquais tout à l'heure, qui sont avant tout des contraintes de long terme, hein, le changement climatique, l'épuisement des ressources, etc., pour intégrer ces contraintes de long terme, pour bien mieux qu'on ne le fait actuellement dans nos décisions de court terme. Donc le scénario Négawatt, c'est vraiment un outil réalisé par les experts de l'association à partir de nos différentes expériences de terrain pour essayer d'apporter cette aide à la décision. En termes de fondamentaux ou de méthodes, donc l'idée est bien de produire un scénario allant vers un avenir énergétique soutenable avec une trajectoire réaliste. Ça passe par la hiérarchisation des solutions que j'ai évoquées précédemment, hein, priorité demande et priorité aux énergies de flux sur les énergies de stock. On essaye dans ce scénario de s'appuyer sur un réalisme technologique et économique, ce qui veut dire en particulier ne retenir que des solutions qu'on considère suffisamment matures, c'est-à-dire qui sont ne pas faire appel à des ruptures hypothétiques dont on aurait besoin pour répondre à nos objectifs à long terme, montrer qu'on peut travailler avec les outils dont on dispose déjà, ou ceux qu'on est pratiquement certain, dont on est pratiquement certain de disposer dans les prochaines années. Dans cette notion de maturité, on intègre à la fois la maturité technologique et industrielle, donc la capacité de déploiement, mais aussi bien sûr une maturité en termes d'impact sociaux, environnementaux de ces différentes technologies. Et puis on travaille aussi sur le réalisme économique, ce qui veut dire pour nous travailler avec un modèle purement physique et construire une trajectoire physiquement réaliste sans intégrer en fait d'euros dans notre modèle, parce que l'observation qu'on fait, c'est que les règles économiques actuelles ne nous placent pas sur une bonne trajectoire, donc on préfère construire une trajectoire réaliste et ne pas s'interroger ensuite sur son contenu économique et sur les régulations nécessaires pour l'atteindre. Et puis dernier point, on est sur une vision de développement soutenable, je reviens sur des choses qu'on a déjà dites, mais ça veut dire pour nous non seulement traiter la question du climat, mais traiter l'ensemble des impacts et des risques liés au système énergétique. On a il faut que tu arrêtes le partage en guise de ligne directrice pour réfléchir à ça, cette idée de léguer des bienfaits et des rentes aux générations futures plutôt que des fardeaux et des dettes.
Donc maintenant, on va balayer les différents secteurs de consommation d'énergie, à commencer par le secteur du bâtiment, qui est le principal secteur consommateur d'énergie en France, qui représente un peu plus de 40% de notre consommation d'énergie finale. Et cette consommation se répartit à peu près en 80% pour les usages chaleur, donc principalement le chauffage des bâtiments, mais aussi production d'eau chaude, cuisson et climatisation. Et puis pour tout ce qui est lié à l'électricité spécifique, donc tout ce qui est électroménager, audiovisuel, informatique, éclairage et compagnie. Sur le poste chaleur, donc c'est principalement le chauffage du parc bâti. Vous voyez que seulement le simple chauffage des maisons individuelles d'avant 1975, ça représente plus de 30% des consommations d'énergie finale du secteur résidentiel. Donc c'est vraiment un poste très important. Il va falloir travailler là-dessus, en sachant que l'essentiel du parc de 2050 est déjà construit. Et donc si on veut réduire les consommations du parc existant, il faut évidemment rénover ce parc. Donc on a plus de 30 millions de logements et 900 millions de mètres carrés de surface tertiaire qui sont à rénover et des dizaines de millions d'acteurs qui sont concernés. Alors un zoom sur ce plan de rénovation, l'idée ça va être d'arriver à peu près à 50 kWh par mètre carré et par an de consommation de chauffage. On est bien sur le seul poste chauffage. Pourquoi atteindre ce niveau et seulement ce niveau? Parce que rénover à 80, 100 ou 150 kWh, c'est tuer un gisement d'économie d'énergie qu'on a. Si on met aujourd'hui 10 cm d'isolant dans un mur, on va pas refaire dans 15 ans de nouveau des travaux d'isolation sur ce mur-là, ça n'a aucun intérêt d'un point de vue économique. Et donc l'idée, ça va être dès la première fois, de faire des travaux qui soient performants. C'est pas mettre quelques centimètres d'épaisseur supplémentaire, c'est pas un terre d'isolant qui va changer fondamentalement le coût des travaux. Par contre, faire 2 fois des travaux sur un même poste, là, on change considérablement ce coût-là. Donc l'idée, c'est de faire des rénovations qui soient performantes dès le début et qui soient le plus possible complètes, c'est-à-dire qui traitent l'ensemble des postes de déperdition dans un bâtiment. Pour ça, les solutions techniques sont assez simples, elles existent, il n'y a pas d'usine à gaz à inventer, on a des rénovations qui sont tout à fait envisageables avec les solutions qui sont aujourd'hui sur le marché. Par contre, il faut qu'on accélère le rythme de rénovation. Aujourd'hui, on a quelques milliers seulement de rénovations complètes et performantes qui sont chaque année en France, alors qu'il faudrait qu'on atteigne un rythme d'un peu plus d'1 million d'équivalents logements par an d'ici 2025. Alors on parle en équivalent logement, parce qu'il y a d'un côté les logements et puis de l'autre côté les surfaces tertiaires. En gros, on a 780 000 logements à rénover par an, en rythme de croisière, pour que le parc soit intégralement rénové d'ici à 2050, et un peu plus de 300 millions d'équivalents logements du côté des surfaces tertiaires. Alors pour atteindre ce rythme-là, d'abord, on l'imagine pas dès l'année prochaine, c'est une montée en charge progressive qu'il faut envisager, notamment parce qu'on a un grand besoin de formation des acteurs du bâtiment. Et pour atteindre ce rythme-là, on ne voit pas d'autre solution que de rendre la rénovation obligatoire. Les seules incitations ne suffiront pas. On le voit en Allemagne, la rénovation, ils ont des fortes incitations, où ils arrivent seulement entre guillemets à 300 000 logements rénovés par an. Donc si on veut aller plus loin, il faut d'autres solutions. Et donc pour nous, ça passe par une obligation de rénovation. Évidemment avec un accompagnement technique et financier. L'idée c'est bien de rendre possible ces rénovations pour les occupants, les propriétaires de bâtiments. On a aujourd'hui par exemple une multitude d'aides financières qui existent, chacune avec leurs critères de performance, leurs services instructeurs, et donc il faut évidemment harmoniser tout ça pour rendre les choses beaucoup plus simples pour les propriétaires de bâtiments. À la clé, on a plus de 300 000 emplois qui peuvent être créés dans ce secteur-là avec ce plan de rénovation. On reviendra un peu plus sur la fin de cette présentation sur les impacts économiques et notamment en matière d'emploi du scénario mégawatt. Une fois qu'on a traité le poste chauffage, il y a le poste électricité spécifique qui est donc lui aussi important. Vous l'avez vu, 20% des consommations d'énergie du secteur du bâtiment. Dans le scénario mégawatt, en gros, on arrive à une division par 2 de ces consommations d'électricité spécifique, rendues possibles à la fois par des actions de sobriété, des meilleurs comportements, et par des actions d'efficacité sur les appareils. Et donc là, vous avez la distinction poste par poste. On voit que dans le secteur résidentiel, on a une forte baisse sur une grande partie des postes de consommation. On a par contre une légère hausse sur le poste gestion et hygiène, qui est due à la généralisation
de la VMC double flux. Aujourd'hui, on a des millions de logements qui sont pas équipés de ventilation. Et donc, il faut évidemment, quand on rénove un logement, quand on isole, l'équiper d'une ventilation, ce qui induit des consommations d'électricité supplémentaires qui sont donc intégrées là. Et puis, on a un poste, celui d'IO, là, en orange, que vous voyez, de nouveaux usages. On a intégré dans le scénario négawatt une dizaine de terawattheures de nouveaux usages qu'on ne connaît pas aujourd'hui, mais qui apparaîtront forcément d'ici à 2050. Hein. On est dans plus de 30 ans. Il y a 30 ans, il y a tout un tas d'appareils qu'on ne connaissait pas et qui sont venus augmenter nos consommations d'électricité. Donc là, c'est la même chose. On suppose l'introduction de nouveaux appareils d'ici à 2050. Dans le tertiaire, la logique est à peu près la même. Hein. On a aussi une baisse de l'ensemble des consommations, des postes de consommation, grâce aux actions de sobriété et d'efficacité énergétique. Un exemple concret pour montrer que ce qu'on raconte, c'est pas de la science-fiction. Vous voyez là une opération qui a été menée sur l'hôtel du département du Bas, une opération de réduction des consommations d'électricité spécifiques. En matière d'éclairage, ils ont d'une part mis en place des détecteurs de présence, notamment dans les lieux collectifs, et puis de l'éclairage performant, donc c'est une action en matière d'efficacité, pour diminuer les consommations, et on voit qu'ils sont arrivés en gros à 65% d'économie sur le seul poste éclairage. Sur le poste informatique, avec d'une part l'arrêt des appareils qui étaient inutilement allumés, hein, on constate que dans les bureaux, on a souvent des appareils qui restent allumés toute la nuit, même plus globalement sur cet exemple de cet hôtel de département, on avait plus de consommation d'électricité quand le bâtiment était inoccupé que quand il était occupé, hein, en moyenne sur l'année. Plus de la moitié des consommations d'électricité étaient en période inoccupée. Donc sur le poste informatique, il y a eu cette action-là, et puis un remplacement progressif du parc informatique là, en passant de l'ordinateur de tour à ordinateur portable, ce qui induit ensuite là des réductions importantes de consommation. Et on a en gros constaté moins 35% de consommation d'électricité sur ce poste informatique. Au final, 42% de réduction de la consommation d'électricité sur l'ensemble des postes de ce bâtiment, avec un temps de retour sur investissement inférieur à 3 ans. Donc on voit que, et ça c'est un exemple qu'on a sur ce bâtiment-là, mais il est généralisable à un grand nombre de bâtiments en France. Ce bâtiment en France, on a vraiment des potentiels de réduction de consommation d'électricité qui sont très importants et qui sont facilement atteignables. Au final, sur le secteur du bâtiment, on a une baisse de 56% de la consommation d'énergie finale, et vous voyez la répartition entre sobriété et efficacité. Donc l'efficacité joue un peu plus que la sobriété. Donc comparaison entre scénario tendanciel et un scénario négawatt, puisqu'on a bien construit à la fois un scénario négawatt et puis un scénario tendanciel, pour pouvoir avoir une base de comparaison. On passe maintenant au transport, qui est le deuxième secteur de consommation d'énergie et qui par contre est le premier secteur en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Pourquoi? Tout simplement parce que une très grande majorité de nos déplacements sont dépendants du pétrole, que ce soit le déplacement de personnes ou les déplacements de marchandises, parce que depuis des décennies, on a un aménagement du territoire qui favorise le trafic routier, aussi bien dans nos villes que dans nos campagnes. Résultat, on a un effondrement du fret ferroviaire, qui était divisé par 2 simplement entre 2000 et 2010, hein, donc vous voyez la chute vertigineuse. Et puis on a en parallèle une explosion du trafic aérien, plus 50% de voyageurs kilomètres en 15 ans, entre 2000 et 2015, alors que vous le savez, c'est le mode de transport le plus polluant par passager kilomètre. Donc voilà, je constate les parts modales en 2015, à gauche sur la mobilité des personnes, à droite sur les marchandises. Donc sur les personnes, l'avion et la voiture représentent plus de 80% des voyageurs kilomètres parcourus. Un petit détail méthodologique, dans le scénario négawatt, on intègre pour le secteur aérien, y compris évidemment les déplacements métropolitains, mais aussi les vols internationaux, ce qui n'est pas le cas dans la très grande majorité des autres scénarios qui existent, puisque l'avion est généralement exclu de toutes les conventions internationales sur le climat, et donc les scénarios ne l'intègrent pas. Nous, on l'a intégré, puisqu'évidemment ce sont des consommations d'énergie, ça n'intègre pas bien qu'elles apparaissent quelque part. Donc plus de 80% pour l'avion et la voiture, et du côté des marchandises, plus de 80% également pour le fret routier. Donc on voit les modes dominants, hein, la voiture, l'avion et le camion, qui sont évidemment des modes de transport fortement émetteurs de gaz à effet de serre.
Alors, qu'est-ce qu'on a envisagé dans le scénario mégawatt pour changer les tendances? D'abord, une réduction des distances parcourues par an et par habitant, principalement, qui se concentre principalement sur le secteur aérien, où on a une division par deux des distances parcourues. En gros, ça veut dire que dans 30 ans, on retrouve le même niveau qu'il y a une vingtaine d'années. En dehors de l'aérien, on a une diminution très modeste des distances parcourues, de 6%, qui est rendue possible grâce d'une part au développement du télétravail, on a une marge de progrès assez importante en France là-dessus, et puis plus globalement par un réaménagement de l'espace, donc ça c'est plutôt une politique de long terme, pour essayer de rapprocher les zones d'habitation des zones commerciales et des zones tertiaires. On a également une augmentation du taux moyen de remplissage des voitures, où on passe de 1,6 à 1,8 en moyenne. On a une baisse envisagée de la vitesse sur route et sur autoroute. Et puis on a un report modal de la voiture vers les transports en commun, le vélo et la marche à pied. Donc on voit la répartition là à gauche en 2015 qu'on a déjà vu des différents modes de transport utilisés, et à droite la nouvelle répartition en 2050. Donc ce qu'on voit, c'est que la voiture reste le mode de transport dominant, c'est pas un scénario où on bannit l'usage de la voiture, simplement on essaie de l'utiliser de façon plus pertinente. On a toujours un petit peu d'avion, et par contre on a des transports en commun qui ont été fortement développés et qui représentent plus de 30% des kilomètres parcourus en 2050. Et on voit globalement donc une baisse des kilomètres par habitant et par an, due encore une fois principalement à la baisse de l'aérien. En matière d'efficacité énergétique, on a une baisse de la consommation moyenne du parc de voitures, à peu près moins 5, une baisse de 58% entre 2015 et 2050. Et puis au niveau des carburants utilisés, on a un abandon du pétrole, on bascule vers le gaz et l'électricité. Pourquoi ces deux vecteurs-là? Alors pour le gaz, d'abord ça nécessite aucune rupture technologique, on a aujourd'hui des millions de véhicules qui roulent au gaz à travers le monde. En Italie, vous avez 900 000 véhicules au gaz. Et ça permet de valoriser le gaz d'origine renouvelable qui est produit dans le scénario mégawatt, vous le verrez par la suite. On a une production importante de gaz d'origine renouvelable, que ce soit par méthanisation ou gazéification de biomasse. Et puis ça entraîne des impacts positifs sur la qualité de l'air, puisqu'on n'a plus d'émissions de particules fines avec de la combustion de gaz, comme on a aujourd'hui avec la combustion de pétrole. On développe aussi les véhicules électriques. Alors c'est pas un scénario où on bascule vers le tout électrique, mais normalement on a quand même des véhicules électriques qui sont développés dans le scénario mégawatt, là où c'est le plus pertinent. Donc principalement en milieu urbain, plutôt en autopartage pour réduire l'espace pris par la voiture en ville, et puis pour augmenter le nombre de kilomètres parcourus par véhicule. Et puis on a aussi quand même un développement de véhicules électriques en périurbain, voire en rural, là où le réseau de distribution est peut-être un peu moins développé, mais par contre où l'accès aux installations de recharge de voitures est plus facile. C'est évidemment plus simple de recharger son véhicule quand on habite une maison à la campagne que quand on est dans un appartement en centre-ville, d'où aussi la nécessité de plutôt développer en autopartage les véhicules électriques en milieu urbain. Là aussi, on a évidemment des impacts positifs sur la qualité de l'air, on y reviendra en fin de présentation. Sur le transport de marchandises maintenant, on a évidemment une réduction des tonnages transportés, enfin évidemment non, mais on a dans le scénario une réduction des tonnages transportés, on fait le lien en fait avec le secteur industriel où on le verra, on a une baisse des tonnages produits, donc qui dit baisse des tonnages produits dit baisse des tonnages transportés, on a une hausse du taux de remplissage des camions, et puis on a là aussi un report modal vers le ferroviaire et vers le fluvial dans une moindre mesure. Et en 2050, le fret routier représente à peu près 50% du total des marchandises transportées. On a aussi une action d'efficacité énergétique avec une réduction de la consommation moyenne du parc de poids lourds. Et puis on a aussi un abandon du pétrole dans le fret de marchandises et on bascule vers le gaz. Au final, on a moins 60% de réduction de la consommation d'énergie finale dans le secteur des transports entre le scénario tendanciel et le scénario mégawatt. Vous voyez, c'est essentiellement dû aux actions de sobriété, tout simplement parce que dans le scénario tendanciel, on intègre déjà des actions fortes en matière d'efficacité énergétique. On va un petit peu plus loin dans le scénario mégawatt, mais c'est déjà important dans le scénario tendanciel, d'où la faible part de l'efficacité quand on compare les deux scénarios. Le secteur industriel maintenant, troisième secteur de consommation d'énergie en France. La méthodologie suivie est la suivante. On repart des besoins de consommation dans l'ensemble des secteurs industriels. Et dans chacun de ces secteurs-là, on en déduit, à partir des besoins de consommation, les quantités de matériaux nécessaires.
Donc dans le secteur du bâtiment, par exemple, on regarde aujourd'hui quelle est la consommation de bois, d'acier, de ciment, de plastique, de papier carton. Et on regarde comment on pourrait faire évoluer ces quantités de matériaux en fonction des hypothèses qu'on va introduire dans le scénario mégawatt. Alors ces hypothèses, elles relèvent là aussi une part de la sobriété avec une réduction de certaines consommations qu'on juge inutiles voire superfétatoires. On augmente la durabilité, la réparabilité et la recyclabilité des produits qui sont issus du secteur industriel. On va augmenter aussi le taux de recyclage. On a des marges de progrès assez importantes là-dessus. On peut facilement multiplier un facteur 2 la plupart des matériaux, du taux de recyclage des matériaux qu'on recycle aujourd'hui. Et donc tout ça, ça entraîne une réduction d'une part des tonnages produits par le secteur industriel et d'autre part des quantités de matériaux qui sont nécessaires pour cette production et donc des ressources en matières premières. Et puis on a en parallèle des actions d'efficacité avec l'amélioration des process industriels intégrés dans le scénario d'émission des boîtes. Là vous avez une illustration de la réduction des quantités de matériaux utilisés dans le scénario, où en gros on a un facteur 2 entre 2015 et 2050, avec des réductions qui sont assez fortes dans certains domaines. Vous voyez par exemple l'acier, on réduit très fortement la consommation d'acier primaire dans le scénario négawatt, puisqu'on recycle davantage l'acier qu'on utilise aujourd'hui. Un petit zoom sur le secteur du bâtiment, où on a d'une part une diminution des surfaces neuves construites par rapport au scénario tendanciel. C'est-à-dire dans le scénario négawatt, on fait un peu moins de construction neuve que dans le scénario tendanciel. Par contre, on fait beaucoup plus de rénovation de logements. Et puis, on a une substitution entre matériaux utilisés. Dans la construction neuve, on va privilégier, ce que disait tout à l'heure Yves, la construction en ossature bois plutôt qu'en béton armé. Pour les fenêtres, on va privilégier les fenêtres en bois plutôt que les fenêtres en PVC. Pour les isolants, plutôt des isolants biosourcés et non pas laine de verre, laine de roche, polystyrène, polyuréthane. Et donc au final, on a des réductions assez fortes de matériaux utilisés. Vous voyez, un métaux, béton, plastique, des pourcentages de réduction qui sont très élevés. Un petit zoom rapide sur l'éolien. On entend souvent que l'éolien, si on veut le développer, ça nécessite de très grandes quantités de béton et donc ça va induire des fortes consommations d'énergie et de matières, de ressources avec ce développement de l'éolien. Donc on a voulu regarder un peu ce que ça donnait dans le scénario mégawatt. Dans le secteur industriel, on intègre évidemment les consommations d'énergie nécessaires à tout ce qui est mise en œuvre de la transition énergétique, donc développement de l'éolien, du photovoltaïque, de la rénovation des logements, etc. Et donc sur l'éolien, on voit que dans les plus fortes années, c'est le graphique en bas à gauche, on a environ 1,2 million de tonnes de béton qui sont nécessaires chaque année pour ce programme de construction de parcs éoliens. 1,2 million de tonnes qui sont à comparer d'abord aux 100 millions de tonnes qu'on consomme aujourd'hui chaque année de béton, et puis d'autre part aux 40 millions de tonnes qu'on économise chaque année dans le scénario négawatt avec les actions de sobriété. Donc d'un côté en négawatt, on a une hausse de 1,2 million de tonnes, de l'autre côté une baisse de 40 millions de tonnes. Donc on voit que le bilan est largement positif, et donc c'est pas ce développement de l'éolien qui va entraîner des problématiques sur les ressources en matière première. Au final, on a moins de 46% d'énergie finale consommée dans le secteur industriel entre scénario tendanciel et scénario mégawatt en 2050. Dernier secteur, agriculture et alimentation. Là, je vais passer assez rapidement là-dessus. Je vais surtout vous renvoyer au scénario After 2050 qui est réalisé par l'association Solagro et qui est couplé au scénario négawatt. Les résultats de l'un sont les hypothèses d'entrée de l'autre et vice-versa. Ce scénario, si vous le connaissez pas, est un scénario qui travaille, c'est un scénario de transition agricole et alimentaire, où l'idée c'est de voir comment on peut faire évoluer les différents usages des sols aujourd'hui en France et jusqu'à 2050, avec une hiérarchisation des usages, comme dans le scénario mégawatt. On va d'abord répondre aux besoins alimentaires des Français, ensuite aux besoins de matériaux, et enfin, et seulement enfin, aux besoins énergétiques. Donc l'idée c'est évidemment pas de produire de l'énergie au détriment de nos besoins alimentaires. Ce scénario fait des hypothèses d'évolution de l'assiette alimentaire, notamment, c'est la plus importante, avec une réduction des protéines animales et une diminution des protéines et une augmentation des protéines végétales, et puis des évolutions également des pratiques agricoles. Donc là, je ne vais pas rentrer dans le détail, je vous renvoie au site OSAE de Solagro qui renvoie en détail toutes ces pratiques qui sont dans le scénario After 2050. Ce scénario, en tout cas,
permet aussi, donc, on l'a vu, d'envisager de nouvelles productions d'énergie. Et donc là, je repasse la parole à Yves pour la partie production. Voilà. Oui, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Voilà. Donc normalement, vous avez tout. Donc sur la production d'énergie, effectivement, dans la continuité de ce que vient de dire Stéphane, hein, on s'appuie beaucoup sur le scénario AFTER, notamment pour la mobilisation de biomasse, et on insiste à chaque exercice de scénario sur l'importance des renouvelables issus de la biomasse en complément des renouvelables électriques dont on a tendance à beaucoup plus parler. Et sur la mobilisation de la biomasse, grâce au scénario AFTER, on peut projeter une forte mobilisation de la biomasse énergie, mais avec un point qui est essentiel, qui est de le faire hors culture dédiée, c'est-à-dire qu'il y a au final aucune culture dédiée spécifiquement à la production d'énergie dans le scénario, et au contraire, donc la production de biomasse vient d'une part en biomasse solide, essentiellement de la forêt, mais là encore en sous-produit d'utilisation primaire du bois pour des usages nobles, notamment la construction dont on a parlé. Deuxième forte mobilisation en biogaz, hein, issu à la fois de gazéification et de méthanisation, et puis une part qui reste à peu près au niveau actuel de biomasse liquide, qui, d'une manière générale, présente des bilans moins bons, en particulier que le biogaz, et c'est la raison pour laquelle on privilégie, comme Stéphane l'a mentionné tout à l'heure, le développement du vecteur gaz, hein, dans les transports. Le deuxième gros paquet, évidemment, d'énergie renouvelable mobilisée, c'est les renouvelables électriques. Là, on a un développement qui s'appuie essentiellement sur l'éolien et le photovoltaïque. On a côté hydroélectricité, en fait, une projection dans le scénario qui est plutôt une projection en baisse pour tenir compte des effets notamment du changement climatique en baisse de l'hydraulicité. Donc on a 15% au final de baisse à l'horizon 2050 par rapport au niveau constaté ces dernières années. Et puis on a un petit développement dans les années des énergies marines, mais prudent, au titre de la prudence sur la maturité des technologies que j'évoquais tout à l'heure. Ce développement, il correspond à des rythmes et à des niveaux finaux d'installation qui semblent tout à fait raisonnables. On a par exemple en éolien terrestre, à l'horizon 2050, 18 000 éoliennes sur le territoire, ce qui est sensiblement moins que ce qui existe déjà en termes de développement sur le territoire allemand. On a un recours important à l'éolien en mer, à la fois éolien planté et éolien flottant, et puis un fort développement du photovoltaïque, y compris pour alimenter, j'y viens dans un instant, la production de gaz, donc d'origine renouvelable via l'électricité, qui vient en complément du biogaz, hein, pour répondre aux besoins des transports. Sur l'ensemble des renouvelables, vous avez ici le bilan. Donc on a comme source principale, hein, pratiquement à égalité, la biomasse solide et l'éolien, et ensuite pratiquement à égalité aussi, mais à la moitié à peu près du niveau des deux premières, le photovoltaïque et le biogaz, hein, avec donc un relatif équilibre, disons, entre la mobilisation des renouvelables électriques et la mobilisation des renouvelables biomasse, au final, pour
le bilan du scénario. Sur le bilan, évidemment, en production, on a d'un côté le développement des renouvelables et de l'autre ce qui se joue pour le nucléaire et les énergies fossiles. Sur le nucléaire, contrairement aux énergies fossiles où dans le scénario on ajuste progressivement le niveau de recours aux énergies fossiles en fonction de l'évolution de la demande et du développement des renouvelables. Alors pour le nucléaire, on ajuste aussi, mais le constat qu'on fait, c'est que ça s'ajuste quand même difficilement parce que on est d'une part sur des réacteurs qui ont besoin de fonctionner en base, qui sont eux-mêmes peu flexibles dans leur production. La capacité est très peu modulable puisqu'on parle d'unités qui font au minimum 900 MW. Et puis en termes d'ajustement, on a aussi un problème majeur qui est illustré par cette courbe qui figure la date d'échéance en gros de ce qu'on appelle la 4e visite décennale, c'est-à-dire les 40 ans de fonctionnement des réacteurs. On a un vrai effet falaise sur le parc où pratiquement 80%, même un peu plus du parc, atteint ces 40 ans en moins de 10 ans. Donc on a un vrai besoin de planifier la gestion de cette échéance, ce qui malheureusement n'a pas été fait jusqu'ici, et un arbitrage à anticiper sur ce qui va se passer à la 4e visite décennale entre un arrêt au plus tard lors de cette échéance des 40 ans ou un investissement dans la prolongation de fonctionnement pour 10 ans ou pour 20 ans. Alors je passe vite sur les enjeux associés à cette échéance des 40 ans, mais globalement c'est quelque chose d'extrêmement problématique sur le plan de la sûreté et des exigences à fixer pour prolonger au-delà de la durée de vie initialement prévue et d'initier grandes incertitudes sur la faisabilité même de renforcement relevant le niveau de sûreté de ces réacteurs. Même à imaginer que ce soit techniquement faisable, c'est un chantier industriel majeur. En ordre de grandeur, ça représente l'équivalent de 5 chantiers de construction de l'EPR courant sur l'ensemble du parc. Donc vous voyez que c'est très au-delà des capacités actuelles de maîtrise de la filière, d'EDF et de ses fournisseurs et sous-traitants. C'est un investissement de l'ordre de 50, 100 milliards, voire davantage. Le chiffre de la Cour des comptes est de 100 milliards, on peut le retenir comme hypothèse centrale. En tout cas, c'est un niveau qui dépasse largement la capacité de financement actuelle. Et puis, le surcoût généré par cet investissement, en fait, risque fort de sortir les réacteurs de leur zone de compétitivité. Et donc, il y a un vrai risque que ces investissements ne soient pas rentables. Donc, il y a plein de raisons pour ne pas opter pour la prolongation. Et en plus, cette prolongation, évidemment, elle retarde la mise en œuvre d'investissements dans le développement des renouvelables ou dans la maîtrise de la demande. Donc, elle retarde la mise en œuvre de la transition. Pour cette raison, dans le scénario négawatt, on retient, contrairement à l'idée qui domine aujourd'hui le débat, que l'arrêt au plus tard à la 4e visite décennale est la règle et que la prolongation ne peut être que l'exception si jamais les efforts de maîtrise de la demande et de développement des renouvelables montraient qu'on a quand même besoin de prolonger des réacteurs. Mais en fait, il se trouve que quand on fait la simulation dans le scénario de ces développements sur la demande et sur les renouvelables, et bien on constate qu'on a au final pas besoin de prolongation et on passe en fait sans prolonger aucun des réacteurs à condition, et c'est une condition forte, d'anticiper les premières fermetures et de commencer dès aujourd'hui en fait à fermer des réacteurs pour lisser le rythme de transformation du parc. Tout ça nous conduit à un arrêt des derniers réacteurs en 2035. Alors je crois qu'il manque un élément sur les énergies fossiles, et donc je le fais simplement à l'oral pour dire que on sort complètement à l'horizon des énergies fossiles dans le scénario. Et puis on peut dire un mot sur la question alors à la fois des vecteurs et de l'équilibre du système électrique, puisqu'il est modélisé dans le scénario au pas horaire, hein, pour vérifier qu'on passe en termes de sécurité du réseau dans cette transformation vers 100% de renouvelables.
Pour ça, on intègre évidemment, en particulier à l'horizon 2030-2035, où ça commence à devenir vraiment nécessaire, des éléments de stockage. Et vous avez dans ce graphique une illustration de la capacité respective de différentes solutions de stockage, à la fois en termes d'énergie stockable et de durée pendant laquelle ce stock est possible. Et on voit bien pourquoi on retient dans le scénario en particulier des solutions allant vers ce qu'on appelle la méthanisation, hein, c'est-à-dire la production d'abord d'hydrogène par électrolyse avec de l'électricité renouvelable excédentaire, puis l'utilisation de cet hydrogène avec du carbone pour synthétiser du méthane, parce que c'est là qu'on trouve les meilleures réserves de stockage. Mais en fait, on va un peu plus loin que ça dans la logique, c'est-à-dire que cette possibilité de méthanation, qu'on appelle aussi power to gas, en fait, elle vient donner un débouché à un excédent qui peut être important de production électrique. Donc ça encourage hein, à pousser le développement notamment du photovoltaïque, ce qui contribue à la sécurité électrique, mais ce qui contribue aussi à produire du gaz de synthèse bien au-delà des besoins de réutilisation de ce gaz pour l'électricité, et donc contribue à alimenter le système, contribue en vecteur gaz renouvelable, et donc permet d'aller vers une transition complète du pétrole vers l'électricité et le gaz pour les transports. Au final, vous voyez qu'en termes de vecteurs, on a une vision qui reste très équilibrée entre vecteur électrique et vecteur gaz. Simplement, on passe de 23% pour chacun aujourd'hui à plus de 30% en part finale hein, pour son horizon 2050. Le bilan énergétique global du scénario qui ressort de tout ça, alors d'abord en termes d'énergie finale, et là on retrouve les trois graphiques que Stéphane a montré secteur par secteur, c'est bien une division par un peu plus de 2 de l'ensemble de la consommation d'énergie finale française à l'horizon 2050, avec, j'y reviens pas dans chaque secteur par rapport à ce qui est dans les tuyaux aujourd'hui au tendanciel, des efforts supplémentaires qui sont plutôt de sobriété ou d'efficacité. Dans chacun de ces secteurs, on a une bascule avec des rythmes différents, mais parce qu'on part aussi de niveaux différents, une bascule complète des énergies fossiles et nucléaires vers les énergies renouvelables. Hein. Et on arrive au final, si on reprend le système énergétique de 2015 que je vous ai montré tout à l'heure, à une transformation complète vers un système énergétique 2050 où on a pratiquement plus d'énergie fossile, pratiquement 100% d'énergie renouvelable, un niveau de perte qui a été considérablement réduit et des usages qui gardent globalement des proportions relativement proches. Il y a une progression de la part de l'électricité spécifique, mais qui surtout ont chacun été divisés par 2 ou davantage en termes de besoins d'énergie finale. Le bilan en énergie primaire résumé ici, c'est par rapport à la situation actuelle une réduction des 2/3 des besoins en énergie primaire, hein, par de la sobriété, de l'efficacité sur la demande, et puis apparaît ici aussi l'efficacité sur l'offre, sur le système de production. On voit la fin progressive du nucléaire, du pétrole, du gaz fossile, et bien avant d'ailleurs du charbon. On passe à peu près vers 2035 le cap de 50% d'alimentation primaire par les renouvelables, et on arrive donc à l'horizon 2050 à pratiquement 100%. La croissance des renouvelables dessinée par ce scénario, c'est une multiplication par 3,4, ce qui est évidemment assez ambitieux, et donc on voit bien, et ce point du bilan est important, que c'est par l'effort de maîtrise de la demande qu'on arrive à un niveau de besoin en énergie suffisamment contrôlé et maîtrisé pour que le développement des renouvelables puisse en assurer 100%, c'est-à-dire qu'on ait bien une substitution et non pas une addition des renouvelables à un socle qui resterait d'énergie fossile et nucléaire.
Pour finir sur le bilan brut du scénario avant de passer aux différents impacts, en termes de gaz à effet de serre, on a donc une forte réduction de l'ensemble des émissions, hein, division par 17 des émissions de CO2, mais aussi, et ça on retrouve l'apport d'After, division par 2 des émissions de méthane, et puis division par 2 de l'ensemble des autres gaz à effet de serre. Hein. On a donc un scénario très performant en termes de baisse des émissions, mais on y a ajouté, pour raisonner en termes de non plus d'émissions brutes, mais d'émissions nettes, ce qu'on appelle les puits de carbone, c'est-à-dire la capacité des sols à stocker annuellement des parts croissantes de carbone. Et vous voyez à gauche que, en tendanciel, nos puits de carbone en fait sont déjà, enfin nos sols sont déjà saturés de ce point de vue-là. Dans le scénario After, hein, les nouvelles pratiques sylvicoles et agricoles en fait reconstituent la capacité des sols à stocker du carbone, alors pas indéfiniment, mais pendant une certaine période. Et donc on a pendant des puits de carbone supplémentaires, ce qui au final, illustré ici avec une courbe des émissions brutes en rouge, des stocks en vert et du bilan en émissions nettes, une courbe qui passe en 2050 par ce qu'on appelle la neutralité carbone. Alors, on va pour finir maintenant aborder les impacts, ce qu'on peut appeler les co-bénéfices de la transition énergétique. On a voulu un peu plus travailler sur cette question-là dans le scénario 2017 par rapport à ce qu'on avait pu faire en 2011. On avait travaillé sur l'impact en emploi, mais là on a voulu aller aussi regarder d'autres points. Et donc le premier de ces points, c'est en termes de qualité de l'air, un sujet un peu trop d'actualité cet hiver. Actualité, on a un véritable problème de santé publique, hein, plus de 40 000 décès prématurés par an en France dus à cette mauvaise qualité de l'air et de nombreuses maladies chroniques respiratoires. Alors qu'on constate en France, enfin, en tout cas dans les villes, là où les concentrations en particules fines sont les plus importantes, c'est que c'est le secteur routier qui représente la première source d'émissions. C'est pas vrai au niveau national, où si on cumule l'ensemble des sources d'émissions, c'est plutôt le secteur résidentiel et le secteur agricole qui sont les principales sources d'émissions de particules fines. Mais en ville, là où on a les problèmes de santé, c'est bien le trafic routier qui représente la principale source d'émissions. Et donc dans le scénario négawatt, par les actions qu'on a vues précédemment, on a en gros une division par 3 des émissions de particules fines. On n'arrive pas à aller au-delà parce qu'on a toujours des émissions liées à l'abrasion. C'est quelque chose qui est assez peu connu, mais en fait on a aujourd'hui en France presque la moitié des émissions de particules fines qui sont dues à l'abrasion des routes et des freins, l'autre moitié étant liée à la combustion. Donc dans la combustion, au négawatt, on n'a plus d'émissions liées à la combustion puisqu'on a basculé vers le méthane et vers l'électricité. Par contre, on a toujours ces émissions liées à l'abrasion pour le trafic routier restant. Donc voilà, au final, une division par 3 des émissions liées au trafic routier. Sur la précarité énergétique, c'est un sujet qui, j'imagine, ne vous est pas non plus inconnu. On a aujourd'hui plus de 10% des ménages qui sont considérés en situation de précarité énergétique. Alors les chiffres varient selon la définition énergétique qu'on utilise. Là, on est parti sur la définition 10% des revenus des ménages consacrés aux dépenses énergétiques du logement. Donc ces ménages habitent généralement dans des logements qui sont plutôt anciens et plutôt mal isolés. Évidemment, ce nombre varie en fonction du prix de l'énergie. Plus l'énergie augmente et plus le nombre de précaires énergétiques augmente. Alors aujourd'hui, pour lutter contre la précarité énergétique, il y a le chèque énergie que vous connaissez certainement, qui est une solution à court terme. Hein. On donne chaque année aux gens une somme d'argent pour leur permettre de payer leur facture d'énergie. Ils peuvent aussi payer les travaux, mais majoritairement c'est plutôt utilisé pour régler les factures d'énergie, donc c'est une solution évidemment à court terme, hein. On ne résout pas du tout le problème sur le fond. Pour résoudre le problème à long terme, il faut évidemment rénover l'ensemble du parc de logements, et vous l'avez vu dans le scénario négawatt, c'est ce qu'on prévoit, hein, de rénover ce parc existant. Et donc à terme, en gros, avec la rénovation du parc, on a plus de 90% des ménages concernés qui peuvent sortir de la précarité énergétique. Pour atteindre ce chiffre-là sans attendre 2050, eh ben, il faut qu'on ait des politiques publiques qui ciblent en priorité la rénovation des logements habités par les précaires. Donc ça passe notamment par toutes les actions menées par l'ANA,
qui cible la rénovation des logements habités par les ménages les plus modestes. Voilà sur la précarité, je passe assez vite parce qu'on est un petit peu en retard, pour laisser de la place aux questions. Dernier point sur les impacts économiques du scénario. Donc on a fait comme sur le scénario précédent et comme sur le scénario 2006 également, une évaluation de l'impact du scénario sur l'emploi et sur l'économie. Donc en partenariat avec le Philippe Quirion qui est chercheur au CIRED CNRS. Donc cette étude, elle compare le scénario négawatt et le scénario tendanciel dans chaque branche d'activité étudiée, donc qui est en lien avec la transition énergétique, donc l'éolien, le photovoltaïque, la rénovation des logements, le transport et j'en passe. On fait une évaluation des dépenses, à la fois des dépenses d'investissement et des dépenses de fonctionnement, année après année jusqu'en 2050. On regarde ensuite quels sont les emplois qui sont détruits, les emplois créés dans chacune des filières. On fait le calcul. Et puis on regarde aussi ce que ça donne sur l'effet induit sur l'emploi, j'y reviendrai par la suite. Alors d'abord en termes de dépenses, à la fois d'investissement et de fonctionnement, ce qu'on voit c'est que le scénario négawatt ne coûte pas plus cher que le scénario tendanciel. C'est même un petit peu, alors il coûte un tout petit peu plus cher entre 2025 et un petit peu 30, et puis par contre après 2030 il coûte moins cher que le scénario tendanciel. En gros les investissements liés à l'efficacité énergétique ont été rentabilisés d'un point de vue énergétique, et ensuite les économies d'énergie seront plus importantes que les investissements qui sont encore nécessaires. Donc cumulé jusqu'à 2050, à prix de l'énergie constant, on a presque 400 milliards d'euros d'économies. Et alors cette différence de coût entre les deux scénarios, elle diverge ensuite en fonction des secteurs. Hein. Là vous voyez dans le secteur du bâtiment, donc les deux courbes du bas, le scénario négawatt coûte plus cher que le scénario tendanciel, tout simplement parce qu'on rénove beaucoup plus de bâtiments. Par contre, dans le secteur des transports, c'est l'inverse. Le scénario négawatt coûte moins cher que le scénario tendanciel. Quand on utilise un transport en commun un bus plutôt que 10 voitures, au final, le coût est moins élevé. En matière d'emploi, une fois qu'on a calculé les dépenses, on regarde ce que ça donne donc de création ou destruction d'emplois. Et pour ça, on a une base de l'INSEE qui nous dit combien on a d'emplois créés par million d'euros dépensés. Donc on a précédemment calculé l'ensemble des millions d'euros dépensés, et donc là ensuite on les traduit en nombre d'emplois créés ou détruits. Donc là vous avez quelques exemples de secteurs qui sont concernés par la transition énergétique, et on voit que les contenus en emploi sont grandement différents entre ce que vous avez en haut, où on a moins de 2 équivalents temps plein par million d'euros de dépenses, et en bas le transport urbain voyageur qui représente plus de 16 équivalents temps plein par million d'euros de dépenses. Alors dans le scénario négawatt, on observe que finalement on va plutôt favoriser des secteurs assez intensifs en emploi, en tout cas au-delà de la moyenne de consommation des ménages qui se situe à peu près à 9 ETP par million d'euros de dépenses. Donc c'est tous les secteurs que vous avez en vert qui sont plutôt développés dans le scénario négawatt. Et de l'autre côté, les secteurs sur lesquels on va freiner des usages ou des consommations sont plutôt des secteurs peu intensifs en emploi. C'est pas vrai pour tous, hein, mais globalement on a quand même des secteurs peu intensifs en emploi qu'on réduit dans le scénario. C'est vrai par exemple pour tout ce qui est énergie fossile. Quand vous dépensez 1 million d'euros de dépenses dans l'achat d'énergie fossile, vous créez très peu d'emplois en France, un petit peu dans les raffineries. Ensuite ça part essentiellement dans les pays producteurs de pétrole. Et donc si ce million d'euros on le dépense plutôt dans l'efficacité énergétique en France, et ben forcément ça va créer plus d'emplois. Donc vous avez là les secteurs où on va créer de l'emploi dans le scénario négawatt par rapport au scénario tendanciel. On a un peu plus de 300 000 emplois créés dans les secteurs renouvelables et bâtiments. Encore une fois, c'est en comparaison entre les deux scénarios. C'est-à-dire que dans le scénario tendanciel, vous avez évidemment des créations d'emplois dans les énergies renouvelables, mais il y en a 300 000 de plus dans le scénario négawatt. On a quelques secteurs où on a des pertes d'emplois, c'est vrai notamment dans le secteur des transports et dans le secteur énergie non renouvelable, hein, c'est pas un scoop, dans le nucléaire on va avoir moins d'emplois si on ferme des réacteurs malgré les besoins de démantèlement. Et puis ensuite on a cet effet induit. Alors rapidement, qu'est-ce que c'est que l'effet induit? Quand on compare les dépenses entre les deux scénarios, négawatt et tendanciel, forcément on va avoir un des deux scénarios qui va coûter plus cher que l'autre. Autrement dit, on a aussi un scénario qui est moins cher que l'autre. Ce scénario qui est moins cher que l'autre, on suppose que la différence de coût entre les deux, elle n'est pas gardée sur un compte épargne par les deux ménages, elle va être dépensée. On ne sait pas précisément dans quel secteur, donc on va supposer que cette dépense se fait selon la moyenne de consommation des ménages.
Mais en tout cas, elle va être dépensée, cette économie entre les deux scénarios, et donc elle va créer de l'emploi. Si le scénario négawatt est moins cher que le scénario tendanciel, ce qu'on a vu précédemment, et l'économie générée par la mise en œuvre de ce scénario va être réinvestie dans l'économie et donc va générer une création de nouveaux emplois. C'est donc cet effet induit. Donc un effet induit légèrement négatif entre 2025 et 2030, puisqu'on a vu le scénario négawatt coûte un tout petit peu plus cher sur cette période-là. Et ensuite, on a un effet induit largement positif après 2030. Au total, on arrive à près de 600 000 emplois créés en 2050. Donc on a un solde de création d'emplois qui est largement positif. Alors évidemment, ces études sont à prendre avec précaution. C'est pas, encore une fois, c'est pas une boule de cristal, mais au moins ça montre que la transition énergétique est loin d'être destructrice d'emplois comme on peut l'entendre dans certains discours. Au contraire, ça va plutôt amener de la création d'emplois, notamment dans les secteurs des énergies renouvelables et du bâtiment. Voilà, pour finir, si vous souhaitez davantage d'informations, vous retrouvez plusieurs documents sur notre site internet, dans des ouvrages qu'on a publiés, et puis sur un site que vous connaissez peut-être déjà, qui est décrypterlenergie.org, un site où on a essayé d'apporter plusieurs réponses à beaucoup d'idées reçues qu'on entend sur la transition énergétique. Voilà, maintenant. Merci Stéphane et Yves pour répondre votre présentation.